Pascal Ragy, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, à Nancy, et vous êtes associé correspondant à l'Académie de Stanislas. Vous êtes un enfant du Pays Haut, un petit-fils de mineur et fils d'un ancien comptable de Lormine qui a vu l'ancien monde disparaître, comme un certain nombre d'entre nous ici. Vos recherches portent sur l'histoire industrielle et minière du 19e, 20e et 21e siècle. Vous êtes engagé actuellement dans un projet de recherche international intitulé « Désindustrialisation et politique de notre temps ». Pascal Ragy va nous présenter sa communication portant sur la désindustrialisation et la réindustrialisation de la Lorraine de 1960 à 2025. Je vous laisse la parole. Merci pour la présentation. Voilà, donc j'ai sélectionné trois domaines pour parler de la désindustrialisation et de la réindustrialisation qui sont liés à l'industrie lourde. Alors voilà ce que je vais essayer de faire en 20 minutes. Je vais parler très vite. Donc je vais vous parler de la fin des mines de fer, de la fin annoncée d'exploitation charbonnière, de la contraction d'activité sidérurgique et de la réindustrialisation. Alors pour commencer, je donne une définition de la désindustrialisation. Donc c'est deux choses, c'est la baisse du nombre d'emplois industriels et le recul de la part de l'industrie dans la production de la valeur ajoutée. Alors je vais dire quelque chose de choquant. C'est pas très grave la baisse du nombre d'emplois industriels. Parce que quand on remplace des gens qui font du sale travail, dangereux, pénible, fatigant, par des machines, moi je suis plutôt d'accord. En revanche, ce qui est problématique dans la désindustrialisation, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le recul de la part de l'industrie dans la production de valeur ajoutée. Et je vous ai signifié en dessous des ordres de grandeur. Alors j'ai un chiffre de 2023, je n'ai pas trouvé le 2024, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, l'industrie dans le PIB, c'est moins de 10%. Avec tous les débats qu'on a actuellement sur la dépendance stratégique, etc. Et c'est pour ça que je dis, par provocation, que ce qui est problématique, c'est bien la deuxième chose. La disparition de l'emploi industriel. Moi, mes grands-pères étaient mineurs, je n'aurais pas voulu faire ce qu'ils faisaient. En revanche, la disparition de l'activité, c'est autre chose. Donc la désindustrialisation, c'est un phénomène global. C'est une carte d'un manuel du secondaire. On voit qu'on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que les Lorrains qui sont concernés. C'est quelque chose qui concerne toutes les zones un peu industrialisées en premier en Europe. Et j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, en préparant un ouvrage, qu'il y a une corrélation. Plus le pays a été industrialisé tôt, plus il est désindustrialisé vite. Et le meilleur exemple, ce n'est pas l'exemple de la France, c'est l'exemple de la Grande-Bretagne, qui ont été industrialisés les premiers et qui ont vécu un phénomène de désindustrialisation qui est pire que le nôtre à bien des égards, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Le thème de la désindustrialisation en lui-même, c'est quelque chose qui est assez récent, même si la désindustrialisation est ancienne. Et en fait, moi qui suis originaire d'ici, dans mes souvenirs, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est pas statistique, mais on parlait pas beaucoup de désindustrialisation. En France, on est les rois de l'euphémisation. On parlait de redéploiement industriel, restructuration industrielle, etc., etc. Et finalement, pour que le grand public s'intéresse de façon politique, on va dire, à la désindustrialisation, c'est-à-dire au-delà des gens qui sont concernés, peut-être vous, si vous êtes de la région de Lorraine, il faut attendre ce moment-là que j'ai figuré avec une caricature de Plantu. Vous reconnaissez les différents protagonistes. Et c'est bien pendant la campagne de 2012 qu'on va en parler beaucoup. Parce que cette campagne présidentielle de 2012, elle arrive au moment où se passe ce qu'on appelle l'affaire de Florange. Et la caricature que vous voyez là, c'est aussi une référence à ce qu'avait dit le leader de la CFDT qui s'appelait Édouard Martin à l'époque, qui avait dit « Nous serons le cauchemar du gouvernement ». Si vous vous en souvenez, c'était pour lutter contre la fermeture des grands hauts fourneaux, pas ceux de Pont-à-Mousson qui fonctionnent encore, mais les grands hauts fourneaux de la vallée de la Fench. Et donc, c'est pour ça que dans le petit dessin, vous avez des petits sidérurgistes qui manifestent et puis un leader socialiste et des leaders de la droite qui ont du mal à dormir puisqu'ils voient des petits sidérurgistes qui manifestent. Donc, ils sont bien le cauchemar du gouvernement. Pour aller très vite, la désindustrialisation, évidemment, c'est pas un concept, c'est une réalité. Je vais très vite, là, ces deux cartes issues de mes propres recherches. Cette première carte, l'intérêt, c'est le côté impressionniste. C'est pas la peine de lire ce qu'il y a dessus. Donc, vous voyez qu'il y a toute une liste d'une 60aine de mines de fer en 1963. Et vous voyez que pour faire la carte qui suit, j'ai eu moins de difficultés puisqu'il n'y en a plus. Donc la désindustrialisation, c'est ça, c'est-à-dire c'est la disparition totale d'une activité minière qui était apparue au temps où Laurent nous a présenté le développement des écoles d'ingénieurs, etc. Et puis la contraction extrême de la sidérurgie lorraine, puisqu'on passe d'à peu près 80 000 personnes qui travaillent dans la sidérurgie à la fin des années 60 à environ, alors on contredira peut-être sur les chiffres, mais c'est à peu près 4 000 personnes aujourd'hui dans la sidérurgie dans toute la Lorraine.
Alors, je vais commencer par les mines de fer, comme je l'avais indiqué. Alors, moi, ceux qui m'ont déjà vu en conférence, ils savent que j'aime bien cette photo. Cette photo, je l'aime bien. Alors, non seulement parce qu'elle est prise à Neuve-Maisons dans les années 60, mais aussi parce qu'elle est assez symbolique de l'activité à ce moment-là. Hein. On voit bien que les mineurs, ils ont un équipement, ils sont modernes, ils ont une grosse machine, etc. Donc, tout ça, c'est pour dire que si les mines disparaissent, c'est pas à cause de leur obsolescence, c'est pas vrai. Elles disparaissent parce qu'il y a une grosse concurrence. On pourra en parler tout à l'heure si vous avez des questions. Et ça n'a rien à voir avec le côté pseudo-archaïque, pseudo-obsolète. J'entends encore ça dans les médias, parfois les médias nationaux. Ah, la sidérurgie française, ils n'étaient pas bons, ils ne se sont pas adaptés. C'est faux, c'est pas vrai du tout. Toutes les entreprises, leur principe, c'est de s'adapter, de gagner de l'argent, et puis voilà, et à la fin, elles disparaissent à cause de la concurrence, mais sûrement pas à cause du manque d'adaptation, en tout cas pas celle que je vous présente là. Sur le nombre de mineurs de fer, on voit que la dernière mine de fer de Lorraine, qui est exploitée par les Luxembourgeois, elle ferme en 97. Donc à partir de là, l'activité n'existe plus. Il n'y a plus que des mineurs de fer retraités. Donc la désindustrialisation, c'est ça. Évidemment, il y a eu des problèmes sociaux. C'est souvent d'ailleurs les problèmes sociaux qui ont caché quelque part l'évolution technique dans les mines de fer, parce que l'évolution technique était vraiment très importante, mais les problèmes sociaux qui étaient réels, qui étaient graves, qui étaient importants, l'ont dissimulé. Et puis, ce qui est un peu nouveau, c'est pour ça que j'ai pris cette photo, c'est qu'à partir des années 60, les luttes syndicales, elles n'ont plus le même sens que ce qu'elles avaient auparavant. Par exemple, en 1936, les grèves, c'est pour moins d'heures de travail, des meilleures conditions, une meilleure représentation syndicale, question encore, les conventions collectives, etc. Là, dans les années 60, les mineurs commencent à lutter aussi pour leurs conditions de travail, c'est le principe, mais aussi et surtout contre la disparition de leur métier. Et donc là aussi, c'est un basculement important. Les années 60, c'est pour ça que c'est le début de ma communication, parce qu'on commence à lutter pour éviter de disparaître. C'est plus tellement pour les conditions de travail. Évidemment, bien sûr, toujours les conditions de travail, mais c'est quelque chose qui devient moins important que la volonté de ne pas disparaître. Alors évidemment, ça fonctionne pas. Les mines vont être fermées, voilà, c'est un exemple. Et puis l'image du métier évolue aussi. Alors je prends toujours ces deux photos parce que vous avez à gauche le petit mineur que vous connaissez. Il est encore au cinéma. Aujourd'hui, il surfe sur un ticket de cinéma. Il a une représentation qui est un peu décalée par rapport à la réalité, parce que vous voyez comment on est équipé dans les mines de fer en Lorraine en 1971. On est bien loin du petit mineur avec son pic, même si c'est un mineur du Nord, hein, bien sûr. Mais pour montrer aussi qu'il y a une évolution technique qui est très importante. Juste sur celle-ci, parce que elle est vraiment importante à comprendre. Il y a toujours une vision un peu misérabiliste du travail des mineurs. Alors moi qui viens de ce milieu-là, moi j'avais des oncles qui travaillaient dedans. Et évidemment, c'est pas un métier misérable, pas du tout. À partir des années 70, vous avez un métier qui est complètement automatisé. Ce que les ingénieurs des mines appellent le chargement mécanique, il est réalisé à 100% à partir de 1960. À partir des années 70, à cause de la concurrence, s'il y a des questions après, je pourrais en parler, il y a une modernisation. J'ai pris deux exemples extrêmes. À gauche, vous avez la bande transporteuse de minerai de la mine d'Anderny-Chevillon à Tucnu-Marine, pour ceux qui connaissent. Elle était manipulée par un seul homme et en fait, elle permettait de sortir tout le minerai de la mine. Donc, une personne toute seule faisait le travail de, je ne pourrais pas vous dire combien avant lui faisait ce travail-là. Et puis, il y a des essais qui ont été faits aussi, mais ça n'a pas très bien marché. S'il y a des géologues dans la salle, je leur demande de l'aide pour me dire pourquoi ça ne marche pas, les mineurs continuent dans les couches de minerai. On m'a dit que c'était trop dur, trop mou. Enfin, je connais un peu rien en géologie. En tout cas, on a essayé de faire des choses avec des tunneliers géants et ça n'a pas marché. Mais en tout cas, vous voyez, cette photo, il y a deux choses. Il y a une gaine d'aération au-dessus et un tunnelier géant. Donc, on n'est pas du tout dans le petit pic, le petit mineur, etc. Émile Zola, faites tout ce que vous voulez, qu'on connaît par cœur. Évidemment, toujours des problèmes sociaux. Alors, l'intérêt des problèmes sociaux, moi, quand j'étais enfant, ça me plaisait parce que je voyais sortir les gros engins. Puis, en général, ils sont jaunes ou oranges. Donc, quand on est petit, on aime bien, parce que c'est coloré. Donc, voilà, on a évidemment toujours des problèmes sociaux qui ont accompagné la modernisation. Ça, c'est la disparition des sites. Ça, c'est ce qui se passe encore actuellement. J'y suis allé en 2024, donc c'est le fameux site d'Anderny-Chevillon. J'ai entouré en bleu J'ai entouré en bleu le bâtiment qui est là, c'est celui-ci. Ça va être remplacé bientôt par un champ de panneaux solaires. Et puis, bien sûr, le minerai de fer continue d'être exploité aujourd'hui. Je passe très vite sur cette diapo. S'il y a des questions après, on pourra parler de ça aussi. Je passe aux mineurs de charbon. Alors là, même processus sur la disparition. Idem que pour les mineurs de fer, c'est-à-dire qu'il y a une
une modernisation avec ce qu'on appelle des haveuses qui permettent, c'est télécommandé, c'est assez bien fait, qui permettent effectivement à deux mineurs de progresser dans les galeries. Il y en a un qui surveille ce qu'on appelle le soutènement marchand, donc le plafond, et puis l'autre qui surveille la machine. Il y a beaucoup de gens, quand ils allaient visiter les mines de charbon, ils étaient très déçus parce qu'ils arrivaient dans une mine de charbon qui était au moins aussi éclairée qu'ici, avec des murs qui étaient passés à la chaux, donc qui étaient blancs, et donc les gens attendaient de voir des mineurs tout noirs avec une petite lumière, puis c'était pas ça, voilà, ils étaient déçus. Donc encore une fois, modernisation qui correspond à cette période de désindustrialisation parce qu'il faut lutter contre une concurrence qui vient d'autres pays. Et puis là, un résumé. On a plus de 43 000 salariés dans les houillères du bassin de Lorraine en 1960, 16 000 mineurs. Il n'y a pas que des mineurs, il y a aussi tous les gens qui travaillent avec eux. Et finalement, la fermeture se déroule en avril 2004. C'était le site de la houve à Creutzwald qui a fermé. Donc là aussi, même process, une désindustrialisation qui est à la fois des problèmes sociaux évidents, tout le monde comprend, puisque le nombre de postes disparaît, et en même temps une désindustrialisation qui entraîne une modernisation pour essayer d'éviter la disparition de l'activité. Encore une fois, le charbon, regardez, aujourd'hui, il est encore utilisé. Donc on peut déculpabiliser en France, et c'est pas de notre faute s'il y a du CO2 qui émane du charbon, puisque nous, on produit plus de charbon, donc on s'en fout. Voilà. Donc après, pour avant-dernier point, avant la réindustrialisation, la sidérurgie. Alors pourquoi c'est graphique? En fait, il y en a un qui est très intéressant. Alors là aussi, pour tordre le cou à des idées reçues, comme disent les journalistes qui doivent écrire vite. Vous avez ici cet élément-là, cet effet ciseau sur mon schéma. Donc, c'est un schéma qui montre l'évolution de l'ensemble du personnel de la sidérurgie française. Donc, l'ensemble du personnel en noir ici, hop. Les ouvriers là. Et les petits pointillés, c'est les cadres, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise. Et en fait, depuis 1989, la sidérurgie française qui s'est adaptée dans un contexte de contraction extrême des effectifs et de désindustrialisation, c'est plus du tout une industrie d'ouvriers. Les gens qui travaillent dans les usines sont à minima des techniciens. Et en fait, le basculement, il se fait là. Vous voyez ici, on a plus aujourd'hui de techniciens et de cadres. Voilà, c'est plus l'armée mexicaine, c'est autre chose. Je montre aussi que cette activité, elle a évolué, bien sûr, avec des images de l'équipement des sidérurgistes. Je montre aussi cette évolution dans le cadre de la désindustrialisation, parce que j'ai commencé par la diminution du nombre d'employés, parce qu'il y a une modernisation, et on voit aussi qu'il y a un gigantisme avec la construction d'usines de très grande taille. Alors, on m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, s'il y a des architectes dans la salle, vous pourrez me contredire, que le petit bonhomme qui est là, par convention, c'est quelqu'un qui fait 1,75 m. Je ne sais pas si c'est vrai, ce que disent les architectes. Donc voilà, vous pouvez voir la taille de l'usine. Alors là, on est loin du four à pizza, donc c'est quelque chose de très grand. Et voilà, on a une adaptation industrielle quantitative aussi. On essaye de produire beaucoup à partir des années 70 dans le cadre de la grande crise de la sidérurgie dont je pourrais parler s'il y a des questions après. Encore une fois, un paradoxe de la désindustrialisation. Si vous regardez mon petit graphique de gauche, il est assez intéressant parce que vous avez à la fois l'évolution des effectifs en bleu avec les barres et l'évolution de la production en rouge avec la courbe. Et on voit bien qu'il y a, comme disent des gens qui font des sciences, alors moi je ne suis pas scientifique, je suis un poète de l'université de lettres, il y a une décorrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et c'est pour ça que j'ai mis le deuxième graphique à côté, on voit bien que la productivité, en fait, alors le petit pic là, négatif, le stalactite, il est de 2008-2009. Mais globalement, vous voyez que la productivité par homme continue d'augmenter. Et si aujourd'hui je devais prolonger, je me suis arrêté à 2013, en fait, ma courbe sortirait du graphique et elle continuerait de monter. Donc on est bien dans une industrie, encore une fois, qui n'est pas du tout obsolète, qui n'est pas du tout... Voilà, on est dans quelque chose qui s'améliore, qui est très bon. Enfin voilà, on en parlera après, Marc en parlera. C'est une industrie qui s'adapte et qui est très, très haut niveau. Alors évidemment, sur le plan politique, alors ça, je vais passer vite dessus parce que tout le monde connaît l'histoire politique de la sidérurgie. Après, pour être honnête, il n'y a pas que la gauche qui a failli, et on le voit sur cette représentation. Cela dit, c'est ce que dit la caricature de François Mitterrand, tout le monde s'est trompé. Il l'a vraiment dit, c'est dans Verbatim d'Attali, et à un moment donné, il dit, voilà, tout le monde s'est trompé sur la sidérurgie, mon prédécesseur, donc Giscard, moi, etc. Et effectivement, les hommes politiques ont eu du mal à comprendre ce qui arrivait, un peu comme les économistes avec la crise des années 70 n'ont pas trop compris ce qui se passait. Et les économistes préfèrent la crise de 29, elle est plus simple à comprendre. Alors que là, c'était un peu pareil sur la sidérurgie, il y avait des difficultés et les hommes politiques n'ont pas réussi forcément. Voilà. Mais ce n'est pas un échec non plus parce qu'on a réussi à sauver la sidérurgie.
Là aussi, j'ai entendu dans les médias il n'y a pas longtemps des gens qui disent oui, c'est un canard boiteux, la sidérurgie, on a mis de l'argent dedans. Non, c'est pas vrai. On a sauvé la sidérurgie, on a permis à une activité de rester, on a permis à des gens d'avoir leur travail, etc. etc. Donc, si la gauche et la droite se sont trompés sur la sidérurgie, toutes les deux ont quand même réussi à sauver les meubles. Parce que dans les années 80, on aurait pu très bien assister à une disparition totale de la sidérurgie. Je n'ai pas évoqué là, le rôle de l'Europe. L'Europe avait un rôle important, même si c'était très critiqué par les gens qui étaient dans les syndicats, CGT, CFDT, notamment ce qu'on appelle le plan d'Avignon. On pourra en reparler si vous voulez après. Il y avait même une chanson de la CGT sur le plan d'Avignon, enfin bon bref. Et donc, mais globalement, on a sauvé l'activité. Elle aurait pu très bien disparaître. Et d'ailleurs, elle est encore menacée, mais on pourra en parler après avec Marc. Vous avez aussi le développement de ce qu'on appelle la sidérurgie sur l'eau à partir des années 60 et 70, donc de très grandes usines qui perçoivent des matières premières et puis ensuite qui peuvent exporter, comme on dit dans le commerce, à l'international, leur production très vite avec des coûts qui sont limités par rapport à la sidérurgie continentale, quoique là aussi il y a des choses à dire. Évidemment, les friches industrielles se développent en Lorraine dans le cadre de la désindustrialisation. Là, j'ai pris un exemple de mètres carrés de friches industrielles en 1983. Et puis, il y a quand même des éléments de réindustrialisation réussie. Vous avez un exemple d'une usine qui, à l'heure où je vous parle, est en train de fonctionner. C'est la Sovab à Batilly, qui a un exemple de volontarisme politique, là pour le coup, et qui a permis le développement de cette grande usine automobile qui est toujours là aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Évidemment, ça c'est quelque chose que je montre souvent à mes étudiants pour leur montrer l'emprise de l'usine de la Sovab. C'est tout ça par rapport à la taille des anciennes exploitations minières. Évidemment, on ne peut pas faire de la réindustrialisation un pour un, parce qu'en réalité, on est dans les années 70-80 sur un nouveau type d'industrie. On ne peut pas faire des sites industriels sur les anciens sites qui avaient été créés début 20e ou fin 19e. Et donc, ça montre aussi que la réindustrialisation a des limites. Et cette Sovab, qui fonctionne très bien, qui fait partie, aujourd'hui, c'est Renault, cette Sovab, elle est située à un endroit intéressant puisqu'elle est à côté d'une autoroute et à côté d'une voie ferrée. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle a été construite ici. Donc, alors que les mines qui sont complètement enclavées là, c'est plus compliqué d'installer des entreprises à cet endroit-là. Quoiqu'on a installé d'autres types d'entreprises, par exemple la chocolaterie du Luxembourg, qui est une délocalisation d'une entreprise luxembourgeoise sur le site de Tucgneux, alors Tucgneux Plateau pour ceux qui connaissent. Et donc, vous avez ces endroits qui deviennent finalement des endroits où on va mettre une autre activité. Parce que l'activité industrielle, on ne peut pas toujours la mettre, on ne peut pas toujours réindustrialiser. En revanche, on peut mettre des activités commerciales comme celles que vous voyez là. Et puis évidemment, bien sûr, ce qui reste aussi de cette période industrielle, c'est tout ce que vous connaissez sur l'aspect du patrimoine industriel. Et puis, pour la Moselle charbonnière, vous avez également des éléments de réindustrialisation réussis. Je vous donne un exemple ici, je passe assez vite. Autre exemple, alors là aussi, il y a un effet pointilliste, impressionniste, c'est la zone du parc industriel de Faulquemont. C'est quelque chose qui marche très bien. Le seul souci, mais là vous ne le voyez pas parce que vous êtes loin et puis parce que mon tableau est tout petit, c'est que les effectifs qui sont là, c'est des effectifs de gens qui ont un très haut niveau, en général, techniciens, ingénieurs. Et donc on n'a pas le remplacement à 1 pour 1 des effectifs que je vous avais montré, des 43 000 personnes qui travaillaient pour les HBL dans les années 60. Et ça, c'est un vrai problème, on en parlera après si vous voulez, s'il y a des questions, pour la réindustrialisation. Alors aujourd'hui, ça c'est du présent. Vous avez vu que grâce aux collègues de géoressources, notamment de l'Université de Lorraine, qui sont très forts, les géologues, on a pu mettre en évidence qu'il y a du gaz dans le sol qui est contenu. Et on a découvert aussi qu'il y avait de l'hydrogène il n'y a pas longtemps. Alors, quid de son exploitation? Alors, il y a une dimension évidemment économique, il y a une dimension écologique, bien sûr, mais il y a aussi une dimension stratégique, surtout quand on voit le prix du gaz qu'on a aujourd'hui. Alors là aussi, pareil, sur la réindustrialisation, c'est le site de Pompée, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple de réindustrialisation réussie, puisqu'à Pompée, vous avez davantage d'employés sur le site, dans les différentes entreprises, que dans les fameuses aciéries de Pompée, qui étaient pourtant les aciéries qui avaient fabriqué les poutrelles de la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, il y a plus de gens qui travaillent dans les différentes entreprises sur le parc Eiffel Énergie. Ça, c'est la fin de la filière chaude en Lorraine, donc vous connaissez tous ça. C'est la disparition, enfin la fermeture des grands hauts fourneaux du site de Patural à Hayange, ce qu'on a appelé l'affaire de Florange. Et puis, il faut bien dire que le grand public souvent oublie qu'on continue de fabriquer des éléments métallurgiques et sidérurgiques en Lorraine de très bonne qualité. 2 exemples, ça c'est
des rouleaux de tôle Usibor qui sont fabriqués aujourd'hui à Florange, sur le site de Sainte-Agathe. Et puis les tuyaux, les plaques, etc. de Pont-à-Mousson que tout le monde connaît. Le problème du passage à l'utilisation de la ferraille, c'est qu'il va falloir, d'un point de vue industriel, tout revoir. Et puis le marché de la ferraille, il risque aussi de changer, parce que si tout le monde se met à utiliser la ferraille va devenir de plus en plus chère. Alors je pense que les grosses têtes et les ingénieurs de chez Pont-à-Mousson et ça y ont pensé, mais bon, c'est un peu la limite du changement vers la décarbonation. Autres entreprises qui fonctionnent très bien, le site de Riva Neuve-Maison et le site Saarstahl, qui est à la frontière entre Hayange et Knutange et qui fabrique des grands rails de TGV. Ça fonctionne assez bien. Ça a été à un moment donné racheté par British Steel, qui était une possession de 2 entrepreneurs français. Ils ont fait faillite, mais dans leur faillite, cette entreprise-là fonctionnait, donc ça a été découpé. Enfin, c'est les joies du capitalisme. Et donc ce truc-là a été racheté par les Allemands, Saarstahl. Tout de suite, ça fait plus sérieux quand c'est une entreprise allemande. Et apparemment, ça marche. Ils font des grands rails, voilà, qui marchent bien. Donc ça, c'est l'aspect... on va dire, je vais passer très vite là-dessus. On finit sur ces deux photos, parce qu'en fait, c'est symbolique de ce que je voulais vous dire sur la désindustrialisation. Alors évidemment, tout le monde a cette image-là. C'est la destruction des anciennes usines. Un Gandrange avait été inauguré par Pompidou en 64. C'est une usine moderne et tout. Bon, aujourd'hui, il n'existe plus. Et puis, la deuxième chose, moi, j'ai choisi cette photo. Elle est intéressante à double titre. La première chose, parce que c'est une représentante de Saarstahl qui dit « Nous souhaitons investir dans un four à hydrogène ». Alors, comme je suis devant une assemblée de scientifiques, je ne vais pas trop insister sur le four à hydrogène. S'il y a des questions après, je veux bien répondre, mais je ferai attention à ce que je vais raconter. Donc déjà, on voit qu'il y a une évolution technique qui continue. C'est-à-dire qu'à côté de ça, on continue d'avancer techniquement. Et deuxième chose, j'ai pris la photo parce que c'est une jeune femme blonde qui présente ça. Et c'est pas l'image qu'on en a. Enfin, moi, l'image du sidérurgiste, c'est un type de mon âge à peu près, qui travaille dans une usine, dans des conditions difficiles. Et finalement, non. Ça montre aussi que cette industrie change et qu'elle est complètement transformée. Et elle est peut-être moins visible qu'avant, mais elle a changé. Voilà. Je vous remercie. Je voulais poser une question au professeur Hadji. Mais est-ce que finalement la fin des mines de Lorraine n'est pas due au fait qu'il y avait de moins en moins de minerais disponibles ou de moins bonne qualité? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Non, alors il y a peut-être des géologues dans la salle, donc je fais attention à ce que je réponds. Vous me foudroyez si je réponds quelque chose de faux. Non, il y a encore beaucoup de réserves, même à l'heure actuelle. Simplement, et c'est ce qu'a dit Marc, il y a des choix technologiques. Moi, j'ai pas eu le temps d'en parler, ça a été très vite. Mais les sidérurgistes ont fait un choix technologique pour leur faire gagner en fait de l'argent, puisque les minerais qui viennent, ce qu'on appelle d'outre-mer, alors il y a Brésil, Mauritanie, Australie, etc. C'est des minerais qui sont moins chers à produire, parce que souvent ce sont des mines à ciel ouvert. On le voit notamment au Brésil, il y a pas longtemps, il y a eu un gros accident industriel à cause d'un barrage qui a cédé, etc. Donc bon, c'est des endroits qui sont exploités à fond, et c'est pareil en Australie, ce sont des mines à ciel ouvert, donc ça coûte pas cher. Les propriétés physico-chimiques du minerai étaient plébiscitées par les sidérurgistes. Ça coûtait moins cher aussi à l'utilisation. Voilà. Mais il y en a encore. Il y en a encore sous nos pieds. Alors peut-être qu'un jour, il y a un chercheur qui arrivera à dire que la minette Lorraine, on peut la réutiliser dans autre chose. Puis de toute façon, s'il y a une exploitation minière, elle ne ressemblera pas à celle que moi j'ai décrite. Il n'y aura pas des mineurs qui descendront comme ça de la même façon. Mais non, il y a encore beaucoup de réserves. Je ne peux pas vous dire les réserves en millions de tonnes, mais il y en a beaucoup. Francis Kocher, Académie nationale de Metz, pour Monsieur Hadji. Merci pour votre passionnant exposé. J'aurai plaisir à lire votre livre. Simplement, j'étais grand reporter au Républicain Lorrain et j'ai suivi pendant toute la période justement de désindustrialisation. On a travaillé, nous, sur les questions scientifiques, industrielles, mais aussi culturelles. Et là, ce volet culturel, je pense qu'il ne faut pas le zapper, même s'il n'est qu'une petite partie de la chose, mais il est aussi une conclusion importante et intéressante, parce que dans les mines de charbon, eh bien, il y a le site maintenant de Petite-Rosselle, qui est un lieu d'activité. Il y a également le U4 à Ucange concernant la sidérurgie. Il y a le musée de la mine aussi, qui est à Neufchef, etc. Et il y a aussi un aspect intéressant, je pense qu'il faut simplement rajouter, mais je sais bien que vous n'aviez pas le temps, c'est qu'on ne peut pas parler de l'industrie et de l'histoire de l'industrie en Lorraine sans prendre en compte le caractère transfrontalier, puisqu'évidemment, la même industrie et les mêmes activités ont lieu au même moment en Sarre, au Luxembourg,
mais aussi en Belgique. Je réagis sur la remarque de M. Kocher que j'ai lue souvent dans le Républicain Lorrain. Oui, et puis, par exemple, si on parle du Luxembourg, en fait, ils ont une désindustrialisation qui est plus dure que la nôtre. Parce que l'Armed, l'usinor luxembourgeois, ça emploie quand même 25 000 personnes dans les années 70. À l'échelle d'un pays qui a à peu près à l'époque 300 000 habitants, c'est énorme. Et ils prennent une sacrée claque. Sauf qu'ils ont prévu autre chose pour leur industrie. Alors, il y a une volonté de diversification, un peu comme on a en Lorraine. Ils font à peu près la même chose que nous. Ils font venir des entreprises. Moi, je crois qu'il y a Goodyear qui ont installé depuis la fin des années 50, puis d'autres. Et alors, vu de France, on se dit, ah ouais, Luxo, ils vont développer leur industrie, c'est avec ça qu'ils vont s'en sortir. En fait, pas du tout. Du point de vue de la réindustrialisation, elle est très limitée. Ils s'en sortent avec l'évolution sur le rescrit bancaire, avec les banques allemandes et scandinaves qui s'installent à partir des années 70. Mais en réalité, leur désindustrialisation, elle est plus dure que la nôtre, du point de vue des effectifs et de ce que ça a donné. Après, aujourd'hui, il y a un peu une déformation, parce que comme ils ont le siège social pharaonique d'ArcelorMittal qui est en train d'être construit au Kirchberg, on a l'impression qu'ils ont mieux tiré les marrons du feu. Mais en fait, là, il y a Marc Friedrich qui est à côté de moi. Ils sont à peu près 4000 les effectifs luxembourgeois d'ArcelorMittal. C'est comme chez nous, enfin, même moins. Donc on a un peu la même évolution qui est cachée par le développement que tout le monde connaît ici. Ils travaillent dans le tertiaire, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une unité. Après, en SAR aussi, il y a des évolutions qui sont proches, mais vous avez raison. Après, moi, j'ai pas eu le temps de parler de Petit Rossel, tout ça, mais je travaille beaucoup avec eux. Mais j'ai été très vite parce que j'avais des diapos sur le musée de Neuf-Chefs aussi. Alors, juste un dernier mot, je ne vais pas monopoliser l'attention, mais il y a également un point assez intéressant, je pense qu'on peut rajouter à cette analyse, c'est la création d'un concept qui est né de cette chute de l'industrie, c'est la friche industrielle et son usage.